Arcbuilt, une agence interdisciplinaire basée à Paris, Bruxelles et Luxembourg. Et j'effectue un doctorat en partenariat avec GSA de l'INSA Paris-Malaquais et l'ISME de Paris-les-Mines. Et je suis aussi au sein de la cellule innovation de l'agence. Je travaille sur différentes thématiques entre comment concilier l'architecture et le vivant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment on se projette sur le bâtiment de 2050 et vous amener au fur et à mesure des réflexions qu'on porte au sein de l'agence sur quels sont les moyens pour y parvenir. Mon sujet de recherche m'amène à travailler sur concevoir pour le réusage du bois d'œuvre, spécifiquement du bois d'œuvre, et d'une manière un peu particulière où je me focalise autour de 3 axes. Le premier axe s'intéresse uniquement au bois d'œuvre, comme je le disais, celui qui peut séquestrer le carbone le plus longtemps possible dans nos bâtiments et possède le potentiel d'usage le plus élevé, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité d'usages après avoir en premier usage utilisé le bois en structure, et c'est également aujourd'hui celui qui est le plus difficile à valoriser. Et celui qui présente aussi, donc par conséquence, toutes les pistes d'amélioration les plus ambitieuses. C'est-à-dire que si on arrive à résoudre ce problème au niveau du bois structurel, ce sera beaucoup plus simple pour d'autres types d'utilisation. Le deuxième axe qui me démarque des présentations d'aujourd'hui, c'est que je m'intéresse au réemploi de bois à travers la conception architecturale et technique. Donc comment, au moment de la conception, on peut préparer le bois et embarquer dans une construction bois son potentiel de réemploi. Et donc, c'est comment créer les conditions propices pour limiter dans le futur les frictions réglementaires et matérielles qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et notre conception, c'est que cela est possible qu'en changeant de paradigme conceptuel et en introduisant une plus grande ambition dans les modes constructifs qu'on a aujourd'hui, et aussi un enjeu autour de la préservation des informations déconstructives pour les générations futures qui vont intervenir sur ces bâtiments-là. Le troisième axe introduira le terme de réusage, qui est un terme qui a été proposé dans une thèse de Safa Benkeler, qui est plus approprié que le réemploi parce qu'il introduit la notion qu'il faut préserver la ressource au-delà de simple strict réemploi, et qu'il faut aussi également interroger la pérennité de nos modes de construction et considérer les bâtiments comme des ressources mobilisables. Donc là, cette slide, ce qu'elle représente, c'est aujourd'hui comment on questionne le carbone au niveau des matériaux. Et ce que l'on se rend compte, c'est que les matériaux biosourcés et les matériaux à forte intensité carbone sont tous deux issus de cycles de formation naturelle du carbone à l'échelle planétaire. La seule différence notoire entre eux réside dans les temporalités de formation et de libération du carbone. Et les matériaux biosourcés, comme le bois, proviennent d'écosystèmes qui peuvent séquestrer le CO2 sur des échelles de temps plus courtes, ce qui rend possible un équilibre entre la formation naturelle du carbone et la libération de celui-ci à l'échelle de nos vies humaines. Donc on est ici sur des ordres de grandeur de 40 à 100 ans. Donc c'est les ordres de grandeur de croissance des arbres dans les forêts. En conséquence, le bois, comme les autres matériaux biosourcés, donc c'est ce qu'on a un peu vu tout à l'heure sur la neutralité carbone, donc c'est qu'on vise à atteindre un équilibre entre ce qu'on émet et ce qu'on peut capter par les puits de carbone naturels. Et donc l'objectif, la réflexion, c'est de dire comment on peut continuer d'exploiter les matériaux biosourcés pour se substituer à des matériaux fossiles, et comment on peut également préserver et renforcer ces puits de carbone naturels. On a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a une demande en bois qui est très importante à l'échelle planétaire pour différents secteurs, et qu'on n'a pas encore trouvé de modèle économique qui permette d'équilibrer à la fois la demande qu'on a pour le bois et la disponibilité forestière. D'un côté, la demande de bois elle est croissante et sera démultipliée dans les années à venir pour se substituer notamment à des matériaux fossiles. Et de l'autre, la ressource mobilisable provenant de l'écosystème forestier va s'amoindrir. Il y a plusieurs effets. Il y a l'effet conjugué de l'extraction toujours plus soutenue de matériaux pour décarboner nos sociétés. Et plus grave encore, ce qui a été déjà un peu dit tout à l'heure, c'est la santé déclinante des forêts.
Notamment, quelques chiffres, la forêt est en proie des mécanismes systémiques un peu plus vicieux, comme l'accroissement des maladies de plus de 600%, comme l'augmentation des incendies de plus de 200%, et ceci sur les seules 40 dernières années en Europe. Et ces tendances vont s'exacerber avec le changement climatique dans les années à venir. Notre proposition, c'est que s'il était massifié, le réusage du bois d'œuvre pourrait être une première réponse à cette problématique. Il permettrait de maintenir une même valeur d'usage du bois sur une période plus longue qu'un cycle de séquestration de carbone biogénique par les forêts. Pour cela, il faudrait maintenir la vie d'usage du bois sur une période de l'ordre de 50 à 150 ans. Or, aujourd'hui, la plupart de nos bâtiments ne dépasseront probablement pas les 40 à 50 années de vie. Et on constate également que seulement 2,5% du bois est aujourd'hui réemployé. Et ceci sans parler du bois structurel. C'est-à-dire que c'est tous les produits, tous les déchets de construction de bois. Donc c'est un chiffre où on peut avoir une ambition pour les années à venir que le bois soit davantage réemployé. Alors la question, c'est comment on peut inverser cette vapeur-là, cette tendance, et créer des conditions de massification du réusage de bois d'œuvre. Donc, nous sommes arrivés à un constat que le bois d'œuvre était sous-exploité pour plusieurs facteurs et à différentes échelles. Donc, à l'échelle de la filière, pour comprendre cela, il faut repartir de l'arbre et analyser le ruissellement de la matière à travers sa chaîne de valeur et ses multiples destinations. Aujourd'hui, nous constatons que plus de la moitié de nos forêts sont coupées et réduites en combustible, donc plus de 51,6%. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Mais on retrouve plus ou moins les mêmes tendances aussi à l'échelle de la filière française. Et que les filières de construction, qui préservent et séquestrent le bois le plus longtemps possible, ne représentent seulement que 23% des produits issus de l'exploitation forestière. Donc avec le développement important des demandes en bois énergie et de bois pour la construction, il faudrait éviter d'additionner les contraintes. Et donc proposer une hiérarchisation des usages. Donc nous suggérons, en premier usage, la transformation de la matière depuis la grume jusqu'au bois énergie n'est pas une utilisation très efficiente, car celle-ci entraîne la libération immédiate du carbone biogénique dans l'atmosphère. De notre avis, nous considérons qu'il est important qu'il puisse conserver son intégrité le plus longtemps possible. C'est-à-dire que l'on ne dégrade ni son intégrité physique, ni ses capacités structurelles, mais qu'on puisse exploiter au maximum le bois avec les capacités les plus importantes tout au long de sa valeur d'usage en cascade. Donc c'est ce qu'on a proposé, un scénario type qui pourrait être défini pour l'utilisation du bois. Cependant, à l'échelle, nous avons analysé des séries de contraintes réglementaires, économiques, qui limitaient le réusage, notamment les coûts importants des processus de réusage et la difficulté pour caractériser le bois en fin de vie. Et on a défini quelques freins, on a observé quelques paramètres sur lesquels on peut jouer dès la conception. Les principales difficultés découlent notamment de l'absence d'informations renseignant sur les modalités de mobilisation de la ressource, donc savoir comment on déconstruit, comment on peut récupérer le bois, de l'absence de documentation sur les caractéristiques fabricants des produits bois qu'on aurait pour le neuf, et sur les caractéristiques d'usage au sein du bâtiment. Donc, au travers de cette thèse, nous émettons l'hypothèse que la grande majorité de ces freins pourraient être anticipés par une conception attentive de la mise en œuvre des matériaux, afin qu'ils puissent être mobilisés à la fin de vie sans friction. Donc nous parlons alors de réusage prospectif de bois d'œuvre. Celui-ci pourra être pleinement efficace que si l'on garantit, depuis la construction jusqu'à la déconstruction, le respect de 3 facteurs clés: l'intégrité, la démontabilité et l'information. Le premier facteur, l'intégrité, interroge nos pratiques sur la manière de conserver l'intégrité du bois, avec un volet concernant les prescriptions relatives au choix des matériaux, au degré de transformation, de traitement, qui peuvent limiter les alternatives d'usage. Il convient également de préciser les dispositions à prendre lors de nos activités de construction, de chantier, maintenance des constructions, les protections, les conditions de stockage pour maintenir cette intégrité. Et il s'agit également de développer une culture constructive
bois avec les bons détails qui pérennisent la durabilité des éléments structurels bois. Le deuxième facteur, la démontabilité, vise à garantir les possibilités d'extraction des éléments bois en questionnant l'agrégation entre les lots du bâti, donc comment on fait cohabiter la structure avec les réseaux et comment on peut dissocier les deux à la fin de vie, la facilité d'accès aux éléments structurels bois et à leurs assemblages, et la rigidité des connexions entre les différents matériaux. Le troisième facteur, l'information, vise à assurer la transmission d'informations complètes et fiables concernant les éléments, leurs caractéristiques fabricants, les conditions d'usage, ainsi que sur le processus d'extraction de ceux-ci pour faciliter leur revalorisation en fin de vie. Et donc tout le sujet porte sur comment on assure la transmission d'informations sur 50 ans, voire plus. Pour conclure, je dirais que l'état actuel de la production, de la conservation de l'information n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'il est nécessaire d'institutionnaliser ces données, mais également d'encadrer les modes de preuve et la connaissance sur le comportement du bois dans le temps pour faciliter leur usage à grande échelle. Enfin, je dirais que le bâtiment de 2050, c'est un nouveau paradigme où il faut entrevoir le bâtiment comme une parenthèse dans la vie du matériau bois. Il faut parvenir à considérer la valeur de la matière différemment pour trouver un juste équilibre qui nous assure à la fois de renforcer la résilience des écosystèmes forestiers et à la fois décarboner nos activités, et notamment celles du secteur de la construction. Et ainsi transmettre un univers de choix aux générations futures, qui pourront à la fois disposer de forêts et à la fois de produits bois dans les bâtiments qui sont mobilisables. Merci.